Bonjour. Dans quelques instants, vous allez assister à une expérience journalistique inédite en France. Des élèves du Centre de formation des journalistes, le CFJ, vont interroger un candidat à la présidentielle dans le cadre d'une émission participative exclusivement pour le web, sur le web. Pour créer la chaîne Élections 2012, YouTube, le principal site de partage de vidéos au monde, s'est associé avec l'une des plus grandes agences de presse mondiale, l'AFP, avec le réseau social Twitter et le CFJ. Désormais, Élections 2012 est l'un des forums de l'élection présidentielle, l'un des lieux où vous pouvez discuter des candidatures, débattre sur les programmes, poser des questions aux candidats, aux personnalités politiques et obtenir leurs réponses. Nous commençons aujourd'hui avec François Hollande, candidat à la primaire socialiste et à l'élection présidentielle. La parole, maintenant, pour l'interview, est aux trois élèves du CFJ, Gaël Jordana, Benoît Toussaint et Fleur Martins. Bonjour François Hollande. Bonjour. Bienvenue au Centre de formation des journalistes, le CFJ. Merci d'avoir accepté d'inaugurer cette première émission YouTube Élections 2012. Alors on le sait, vous êtes candidat à la primaire socialiste qui doit désigner celui qui va représenter le PS à l'élection présidentielle de 2012. Eh bien figurez-vous que les internautes ont beaucoup de questions à vous poser. Et oui François Hollande, est-ce que vous connaissez un peu le principe de l'émission ? Non, pas vraiment. Alors, je vous rappelle le concept. Ça fait maintenant 10 jours que la communauté YouTube se mobilise sur le web, sur la plateforme Élections 2012. Les internautes peuvent vous poser des questions. Le site a été visité plus de 350 000 fois ces derniers jours. Vous pourrez visionner pendant l'émission également des questions qui ont été enregistrées par webcam. Vous pourrez les visionner sur l'écran juste à côté. Et l'un des petits plus de notre émission, c'est notre équipe de vérificateurs. Comme va vous l'expliquer Benoît. Voilà, donc je vous précise qu'au-dessus de nous, 5 vérificateurs se tiennent prêts. Ils vont nous accompagner tout au long de cette émission. Ils auront pour mission d'analyser chacun de vos propos. Ils ne manqueront pas de revenir vers nous si l'un des faits ou si l'un des chiffres que vous nous donnez nous semble imprécis. Ils pourront aussi nous apporter des compléments d'information sur des sujets donnés. Alors, avant de passer aux questions des internautes, je voudrais vous proposer une question Internet, puisque nous sommes sur YouTube. Est-ce que vous pensez que la campagne présidentielle va se gagner sur Internet ? Non. Non ? Elle ne va pas se gagner sur Internet. Elle va se gagner par la force qui se dégagera d'un candidat ou d'une candidate dans sa relation avec les Français, dont Internet peut être un des vecteurs. Est-ce que vous pensez que ce sera un vecteur déterminant pour la victoire ? Il n'y a pas de vecteur déterminant. Ce qui est déterminant, ce sont les idées que l'on porte. C'est la démarche que l'on engage, c'est la vision que l'on propose. Ensuite, bien sûr que les outils peuvent démultiplier, mobiliser, rassembler. Mais l'idée qu'il y aurait une boîte noire magique qu'il suffirait d'ouvrir pour gagner, je laisse ça à mes concurrents. J'ai vu d'ailleurs que vous étiez donc très présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Ça doit être assez contraignant à gérer avec votre emploi du temps. Comment vous organisez justement pour gérer les tweets, la réaction sur les réseaux sociaux ? Bon, j'ai des amis qui m'aident et puis je peux le faire lorsque j'ai un moment. Mais c'est vrai que c'est très demandeur de temps, il faut l'admettre. Si on s'engage dans ce processus, on risque d'y passer toute sa journée de campagne. Donc il faut un moment se retenir. Il faut donner des informations, il faut donner des impressions, mais il ne faut pas imaginer que l'on va pouvoir dialoguer avec le pays simplement par l'usage de l'Internet ou des réseaux sociaux. Très bien. François Hollande, avant d'aborder de nombreux thèmes comme la politique intérieure, l'économie ou l'international, je vous propose de parler des sujets de société. Ce sont ceux qui ont le plus intéressé les internautes et qui ont recueilli le plus de voix. Avant de parler radar, mariage gay ou logement, on reste un peu sur Internet avec cette question sur Adopi. Vous savez, Adopi, c'est la haute autorité voilà, qui lutte contre le téléchargement illégal. Et c'est JPM de Montpellier qui vous demande votre avis sur Adopi et si vous allez modifier cette loi si vous êtes président. Vous pouvez répondre tout de suite à la question. Ah d'accord, oui. Il y aura je pensais qu'il allait parler. Il y aura parfois des questions vidéo. Mais... Je n'ai pas voté cette loi. J'ai considéré qu'elle n'avait pas été bien préparée, bien conçue. Elle s'applique, d'ailleurs assez difficilement. Le président de la République en a lui-même convenu. Et donc ce que je ferai, c'est que aussitôt installer les nouveaux responsables, je ferai une évaluation de Adopi, qui
qui aboutira à la révision de ce dispositif législatif. 70 000 recommandations fin 2010, c'est pas assez? Enfin, c'est les mails. Je pense que ce qui n'était pas bon, c'était un mécanisme d'intrusion qui pouvait donner le sentiment qu'il y avait là comme un ordre qui allait s'installer chez chacun des utilisateurs. Et en même temps, il faut une dissuasion. Parce que je suis pour que les droits d'auteur puissent être rémunérés. Alors il faut chercher la solution technique, surtout la solution financière, donc politique. Il faut qu'il y ait une contribution. On appelait ça licence globale il y a quelques mois, mais déjà le concept est dépassé. Il faut une contribution qui permette aux utilisateurs d'aller vers les sites qui les intéressent, mais en même temps qui permettent de rémunérer les auteurs. Alors, l'un des thèmes forts de l'année 2010, ça a été les retraites. Le gouvernement a fait passer une réforme qui était très très contestée. J'ai une question de Lapace qui vous demande si vous revenez à l'Élysée en 2012, est-ce que vous reviendrez à la retraite à 60 ans? Et si oui, quelles mesures allez-vous assortir de ce retour à 60 ans? Alors, je ne reviendrai pas à l'Élysée parce que je n'y suis jamais allé comme président. La question était si les socialistes reviennent à l'Élysée. Voilà. Si la gauche est majoritaire, parce qu'il faut non seulement gagner la présidence de la République, mais il faut ensuite avoir une majorité à l'Assemblée nationale. J'y reviendrai. Mais pour répondre à la question, je suis pour que ceux qui ont cotisé 41 années puissent partir à la retraite à taux plein à partir de 60 ans. Voilà ma réponse. D'accord. Alors, une précision de nos vérificateurs, c'est vrai que le corps avait fait des estimations qui étaient assez sérieuses, un déficit de 30 milliards à financer, qui pourrait atteindre 70 milliards en 2050. Comment est-ce que vous envisagez ces perspectives avec un retour à la retraite à 60 ans? Non, il s'agit bien de dire que c'est la durée de cotisation qui va être la variable. Et s'il y a demain, et je l'espère, un allongement de la vie, il est logique qu'il y ait aussi un allongement de la durée de cotisation. Il y aura un lien donc entre finalement l'espérance de vie et la durée de travail que nous sommes obligés de consacrer pour préparer la retraite. Ça, c'est le premier principe. Le second principe, c'est qu'il faut trouver de nouvelles ressources. Pas simplement du côté des cotisations des salariés et des employeurs, mais du côté du capital, ou en tout cas de tout ce qui fait la richesse nationale. La retraite, c'est un bien public, même si c'est un bien privé. C'est un bien public au sens que c'est une protection sociale que nous assurons, mais c'est un bien privé parce que ça appartient à chacun. Donc il faut qu'il y ait un effort de chacun et en même temps une solidarité de tous. Donc peut-être de façon concrète, une mesure phare que vous allez mettre en place pour financer ce système, justement? Mais je ferai en sorte qu'il y ait une contribution générale sur l'ensemble des revenus et notamment du capital pour qu'il y ait une ressource supplémentaire pour les retraites. Je ferai en sorte aussi qu'il y ait du côté de tout ce qui peut être temps partiel à la fin de la période d'activité, qu'il y ait une conciliation entre vie professionnelle et préparation de la retraite. Alors, François Hollande, l'un des thèmes qui a mobilisé les internautes ces derniers jours, c'est aussi la sécurité routière. Un internaute vous demande votre avis sur le retrait des panneaux de radar, l'interdiction des avertisseurs de radar et l'augmentation de la perte de points. Des mesures qui ont été mises en place récemment. Moi, je suis pour la sécurité routière. Et dans ce domaine, je ne fais pas de surenchère dans un sens ou dans un autre. Je pense que ce sont des mesures qui doivent être acceptées par tous, par toutes les familles politiques. Alors, il y a eu la question des radars d'avertissement. Moi, j'ai dit, expérimentons cette formule, c'est-à-dire avec des radars d'avertissement ou sans radars d'avertissement. Si c'est mieux d'avoir des radars d'avertissement pour éviter des accidents, eh bien, je suis pour. Si c'est un facteur, au contraire, de permissivité ou de facilité, je suis contre. Je pense que sur ces affaires-là, il faut faire de la concertation, sans doute, mais il faut surtout faire de l'information, de l'expérimentation. Il faut aller vers tout ce qui est la sécurité. Vous êtes sur la même ligne que le gouvernement, finalement, sur... Mais je ne m'en plains pas sur ce plan-là. Je pense que c'est des enjeux qui dépassent la gauche et la droite. C'est un clivage gauche-droite. Maintenant, je suis conscient aussi de ce que représente la perte de points pour bon nombre de nos concitoyens, notamment pour ceux qui utilisent la voiture pour aller travailler. Donc je fais aussi en sorte que ça n'apparaisse pas comme une punition, ni même comme un prélèvement. C'est pour ça que toutes les recettes qui sont tirées des contraventions doivent être affectées à des programmations de sécurité routière. Qu'on ne puisse pas dire que l'État gagne quelque argent que ce soit sur le dos de la sécurité ou de l'insécurité routière.
première question vidéo de cette émission. Elle concerne les jeunes et le logement. Et c'est Baki Youssoufou, le président de la Confédération étudiante, qui vous la pose. Bonjour François Hollande. La question que je vais vous poser concerne l'accès au logement des jeunes. Aujourd'hui, seulement 13% des étudiants qui cherchent un logement peuvent accéder à un logement public. Or, dans tous les programmes, on voit ce qui est mis en avant, c'est la construction. Pourtant, 85% des étudiants logent dans le parc privé. Sauf que ces étudiants n'ont pas aujourd'hui les moyens d'accompagnement, ni pour la caution, ni pour les garanties. Et ils sont livrés aussi à toutes les formes d'arnaques, notamment celles que nous avons dénoncées à la Confédération étudiante, celle des vendeurs de listes. Alors, ma question est celle-ci. Qu'est-ce que vous allez faire pour permettre aux jeunes d'accéder à un logement public ou privé? Parce qu'à la limite, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est juste d'accéder à un logement. Comment vous allez faire pour faciliter l'accès au parc privé pour les jeunes? Parce qu'aujourd'hui, le parc public disponible n'est pas suffisant. Quelles sont les mesures d'accompagnement que vous allez mettre en place? Et enfin, est-ce que vous allez taxer les propriétaires des logements vides dans les centres urbains qui ne veulent pas les mettre en location pour les jeunes? Vous savez que j'ai fait de la jeunesse le cœur de mon engagement pour la campagne présidentielle et avant pour la primaire. Je considère que c'est autour de cet enjeu générationnel qu'il faut mobiliser l'ensemble des Français. Donc je réponds finalement aux trois questions. Premièrement, il faut que nous créions des organismes intermédiaires entre le propriétaire et le locataire étudiant qui auraient pour mission de donner la caution et de donner la garantie. On ne peut pas demander à un jeune étudiant ou d'ailleurs apprenti ou salarié de faire l'avance de frais qu'il ne peut pas consentir. Donc la première disposition que je prendrai, c'est de mettre en place ces organismes intermédiaires qui assurent finalement la mutualisation, qui garantissent au propriétaire qu'il sera payé de son loyer et qui permettent aux jeunes étudiants de pouvoir rentrer dans un logement du parc privé. La deuxième disposition, c'est dans le parc social, ce qu'on appelle le parc HLM. Il faut qu'il y ait un quota de logements, aussi bien pour les nouvelles constructions que pour le parc existant, qui puisse être réservé aux étudiants, bien sûr dans les villes où il y a une présence universitaire. Et puis la troisième mesure qui a été citée par le président de la Confédération, c'est de faire en sorte que les logements vacants soient taxés. C'est-à-dire qu'il existe déjà une taxe d'inhabitation. C'est-à-dire que, normalement, quand le logement est occupé, il y a une taxe d'habitation qui est versée. Il existe déjà, dans le droit actuel fiscal, une taxe d'inhabitation. On fait payer le propriétaire une taxe du logement qui n'est pas occupé. Et donc, il faut absolument augmenter significativement cette taxe pour inciter à la mise en place d'offres locatives plus importantes. Alors, une autre question de société, elle nous est posée par Ève Joseph dans le Jura. Elle concerne la gestation pour autrui, donc la question des mères porteuses. Vous avez d'ailleurs signé un appel en février dans Le Monde contre le marché des ventres. Alors, quelle est votre position? Vous êtes contre? Oui, puisque j'ai signé cet engagement, je considère qu'il y a bien sûr une volonté qui doit être respectée de vouloir un enfant. Mais le corps humain n'est pas une marchandise, n'est pas un bien comme les autres. Même s'il y a la gratuité, souvent il est évoqué que les personnes qui acceptent de porter un enfant ne le font pas pour de l'argent. Mais vous vous rendez compte des problèmes que ça pose aussi après, quand on a porté un enfant, des droits qui peuvent être revendiqués. Donc je pense qu'il faut avoir des principes simples. Autant il faut favoriser l'adoption, sans doute de manière plus massive qu'aujourd'hui, autant il faut avoir l'interdiction de la gestation pour autrui. François Hollande, une dernière question de société qui va peut-être vous paraître originale, mais elle a reçu de nombreux votes sur YouTube. Quel est votre avis concernant la pratique du naturisme? Et est-ce que vous êtes plutôt pour durcir les lois à ce sujet ou pour les adoucir? Est-ce que vous connaissez déjà un peu le sujet ou pas? Écoutez, je n'ai pas étudié le sujet, mais je vais le faire suite à votre interpellation. Je ne pratique pas non plus le naturisme, donc je n'ai pas du tout de prévention à l'égard de cette pratique. Ce qu'il faut, c'est que
chacun puisse le faire dans des lieux qui sont dédiés à cet effet. Hein. Vous n'allez donc pas au Cap d'Agde? Je ne vais pas au Cap d'Agde, mais je veux bien y aller, mais il y a des parties normalement qui doivent être réservées aux naturistes et d'autres qui ne pratiquent pas cette espèce de contact avec la nature. C'est bien ça. Hein. D'accord. Voilà. Mais je vais étudier la question. Hein. Je ne veux pas être péremptoire. Mais vous vérifierez si des paparazzis me suivent que je suis plutôt dans une tenue qui garde pour l'instant le maillot. Alors, avant de passer au thème suivant, un premier retour de nos vérificateurs. Sur la question des retraites, vous avez dit que vous comptez allonger la durée de cotisation, mais selon un rapport du Conseil d'orientation des retraites, ce sont les femmes qui seraient les premières pénalisées. Donc, quelles mesures comptez-vous mettre en place, notamment sur la question des carrières discontinues? Ah non, qu'on soit bien clair, la durée de cotisation, aujourd'hui, elle vaut pour les hommes comme pour les femmes. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas les durées de cotisation. Maintenant, même si on attend 62 ans, voire même 67 ans, des femmes qui n'ont pas travaillé pendant les premières années de leur vie normalement professionnelle, mais en fait consacrées à leurs enfants, ces femmes-là, de toute façon, n'auront pas les durées de cotisation, quel que soit l'âge de départ. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces situations? Il faut peut-être reconnaître des périodes de la vie qui n'ont pas été des périodes de travail, mais en fait, comme des périodes qui peuvent valoir pour la retraite. Donc il y a une prise en compte de la vie familiale dans le calcul des droits à la retraite. C'est déjà pour partie le cas, puisque chaque enfant donne droit à 2 ans de droit à la retraite. Donc vous vous engagez à ce que les trimestres passés à éduquer les enfants puissent être... Il faut regarder cette question, c'est une des façons de pouvoir justement justifier de possibles allongements de durée de cotisation à l'avenir. Enfin, il y a aussi la pénibilité. La durée de cotisation, elle ne peut pas être la même pour tous. Et donc, il y aura une négociation à engager après 2012. Elle n'a jamais été véritablement menée, en tout cas, elle n'a jamais abouti. Mais il faut que la pénibilité de certains métiers soit reconnue pour qu'il n'y ait pas les mêmes durées de cotisation qui soient exigées de certains et d'autres. Le thème suivant, c'est la politique intérieure. Nicolas Sarkozy, lors de son élection, avait promis la rupture. Alors, 4 ans après, quel bilan en font les internautes? Eh bien, il y a 3 thèmes qui reviennent sur les questions. C'est les inégalités sociales, les institutions qui ne sont pas assez démocratiques et l'environnement. Justement, Nicolas Sarkozy en avait fait une de ses priorités au début de son mandat avec le Grenelle de l'environnement. Et c'est Béatrice Decamps qui se demande quelle place l'écologie tient-elle dans votre programme et si vos réformes prendront en considération l'urgence environnementale. Qu'avez-vous à lui répondre? Je lui réponds oui. D'ailleurs, qui dirait non? C'est une évidence, c'est une affirmation, c'est incontournable. Vous avez vu les chiffres qui sont sortis sur encore les émissions de CO2, qui ont progressé beaucoup plus qu'il n'était prévu. On sait qu'on aura une transition énergétique à accomplir. Prix du pétrole qui augmente, raréfaction des ressources d'énergie fossile, la question du nucléaire. Donc tout cela doit nous conduire à mettre l'urgence environnementale au cœur de nos engagements. Mais comment? La première priorité, c'est l'efficience énergétique, les économies d'énergie. Le plan qu'il faut engager au lendemain de 2012, c'est l'isolation thermique de tous les logements, et notamment des logements anciens. Pour le parc neuf, enfin le parc nouveau, il y a des règles qui sont beaucoup plus contraignantes que par le passé. En revanche, et notamment dans le logement social, et notamment pour les catégories les plus modestes, il y a des consommations énergétiques qui sont exorbitantes. Donc, plan d'isolation des logements, c'est la première priorité, la première décision. Vous êtes d'accord avec le programme du PS qui veut taxer les super profits des entreprises pétrolières, notamment, pour réaliser ce sujet ou... Oui, après, la ressource, on peut la trouver, mais... comment? Enfin, il faut la trouver, on peut chercher toujours chez les super pétroliers, sur les banques, etc. Ouais. Mais avant de parler de ressources et de taxes, il faut voir quelle est la transition que nous avons à accomplir. Elle est considérable. C'est-à-dire qu'on doit changer nos modes de logement, de consommation, de mode de transport. Donc, le premier effort qu'il faut engager, c'est un effort pédagogique. Et en disant, voilà, on va se donner un plan sur 10 ans qui va permettre la transition énergétique. Deuxième décision à prendre, c'est par rapport à la diversification des sources d'énergie. Le nucléaire,
On va en parler. On va justement en parler. Donc, le nucléaire, dont la part doit diminuer dans notre consommation d'énergie, à la condition, bien sûr, que nous fassions monter des énergies renouvelables. Donc, la deuxième décision à prendre, c'est un plan pour les énergies renouvelables. Et puis, la troisième décision à prendre, c'est sur les transports. Nous avons des villes qui sont congestionnées, l'usage excessif de la voiture, donc un plan sur les véhicules propres et les transports collectifs. Alors, Monsieur Hollande, je me permets de vous poser tout de suite la question justement du nucléaire. C'est Georges de Caen qui vous demande, suite à la catastrophe de Fukushima, si vous pensez que la sortie du nucléaire est plausible en France et voilà, à l'heure où l'Allemagne notamment ferme ses centrales. Si je suis élu président de la République, donc ça suppose d'avoir été désigné dans la primaire socialiste et d'avoir convaincu les Français après, nous aurons à prendre de grands engagements et de grandes décisions, non pas pour les 40 ans qui viennent, mais pour les 10 ans ou 15 ans. Et d'ailleurs, la responsabilité qui est la nôtre, c'est de nous engager pour la période dont nous sommes comptables. C'est-à-dire, président, c'est pas dire ce que va être la situation dans 40 ou 50 ans, c'est de commencer à engager un processus. Les Allemands ont une consommation d'électricité qui vient du nucléaire de 22%. Voilà, en Allemagne c'est un quart, en France 3/4 vient de l'énergie nucléaire. Donc, quand on dit sortie du nucléaire, vous n'avez qu'à faire comme les Allemands partent de 22%, nous de 75%. Vous n'êtes donc pas pour une sortie du nucléaire? Et, quand on regarde les échelles de consommation d'électricité issue du nucléaire et les échelles de temps, on voit bien qu'on n'est pas dans la même situation que nos amis allemands. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On a 3 principes. La sécurité. Donc il faut faire un audit de toutes les centrales, c'est ce qui est en train d'être engagé, et prendre des décisions sur les plus vieilles centrales qui présentent le moindre, je dis bien le moindre risque. Deuxième décision que nous avons à prendre, c'est de faire en sorte qu'il y ait une indépendance de la France, autant qu'il est possible, donc une moindre dépendance par rapport au pétrole, mais aussi par rapport à l'uranium qui fournit les centrales. Et donc ça doit nous amener à réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité. Et puis la troisième décision que nous avons à prendre, le principe qui doit nous inspirer, c'est par rapport à l'environnement, à l'écologie. Il faut diversifier les sources d'énergie. Donc moi, je fais la proposition suivante. Nous avons 75% donc, de notre électricité qui est produite à partir du nucléaire. Nous devons arriver à 50% en 2025. Vous ferez la comparaison. C'est le même effort que ce que vont engager les Allemands à peu près dans la même période de temps. Mais les énergies renouvelables coûtent beaucoup plus cher à produire. Alors comment trouver la ressource nécessaire pour... Mais la vérité est de dire que l'énergie va coûter plus cher. Donc les Français paieront plus cher leur électricité. Y compris l'énergie de source nucléaire, puisqu'il va y avoir des règles encore plus contraignantes pour la sécurité, et nous devons intégrer le coût du démantèlement de certaines centrales. Donc ça, il faut avoir la vérité à la bouche. Donc le prix augmentera. Le prix va augmenter. Alors comment on fait ? Comment on fait? Parce que ce qui est une nécessité écologique, environnementale, économique, ne doit pas être une aggravation des inégalités. Parce que qui va payer? Ce sont les consommateurs. Je ne parle pas des entreprises, même si les entreprises auront sans doute à supporter un renchérissement de leur coût d'approvisionnement. Donc, ce sont les particuliers. Donc, il va falloir faire une politique sociale à travers des tarifs de base pour une consommation jugée normale, un tarif progressif pour les consommations qui sont plus importantes, et deuxièmement, il va falloir faire des tarifs sociaux aussi pour un certain nombre de catégories, et puis faire un grand plan, je le disais, d'économie d'énergie pour que, consommant moins d'énergie, nous payons moins notre facture énergétique individuelle. Vous voyez l'effort qu'il faut faire. Mais moi, je ne serai pas dans les solutions faciles, des slogans en disant finalement, nous sortons du nucléaire dans 30 ou 40 ans. J'ai le devoir de dire comment nous faisons, comment nous allons assurer la transition, quel va être finalement le passage. Et donc moi, je m'engage pour la période qui sera celle de ma propre responsabilité, si je suis président de la République. Alors, avant de passer à la question suivante, une petite précision qui nous vient de nos vérificateurs. C'est vrai que ça va être un thème central de l'environnement, puisque l'Agence internationale de l'énergie estime que les émissions en 2010, les émissions de CO2 ont augmenté de 5% par rapport à 2008. C'est un nouveau record. Et l'agence estime que l'objectif de 2% d'augmentation d'ici la fin du siècle sera très difficile à tenir. Merci que les vérificateurs, que je salue, confirment mon propos. Ça veut dire que faut faire attention. Il faut que nous ayons une politique énergétique qui ne fasse pas, au bénéfice d'une diminution de la part du nucléaire, la part belle aux consommations de gaz et de charbon.
parce que ça aurait exactement l'effet que vous indiquez d'émissions plus importantes de CO2. Il faut que chacun ait à l'esprit que nous avons plusieurs objectifs. L'objectif de sécurité et l'objectif de diminution des gaz à effet de serre. Alors nous allons parler maintenant des institutions et de la pratique de la démocratie française. Une question de Jacques Briot à Bougival, dans les Yvelines. Que pensez-vous de la limitation du cumul des mandats, simultanés ou successifs, pour les élus de toutes sortes ? Je pense qu'il faudra faire là aussi des évolutions. Je suis, pour ma part, un élu qui cumule, puisque je suis député et président de conseil général. Mais je sais qu'aujourd'hui, compte tenu de l'exercice des mandats qui est de plus en plus exigeant, il va falloir faire en sorte que nous puissions non pas faire le mandat unique, mais limiter le cumul d'emploi de fonction d'un exécutif et de mandat parlementaire. Donc je proposerai, c'est d'ailleurs la volonté du Parti socialiste, qu'il y ait au lendemain de 2012 une loi limitant le cumul des mandats, à savoir maintenant dans le temps. Simultané ou successif ? Moi, je ne suis pas favorable à la limitation du cumul du mandat dans le temps. Si un maire est bon, je ne vois pas pourquoi on lui interdirait de continuer de garder cette responsabilité. Pourquoi l'en empêcher ? Je pense que la population ne l'accepterait pas. Alors, François Hollande, Pierre Coffin de Tulle a une proposition apparemment à vous faire. Oui, donc je vais le retrouver. En Corrèze. Alors, il vous dit, face au faible taux de participation aux élections régionales ou encore cantonales, pensez-vous qu'il serait judicieux de mettre en place un vote par Internet et que ça inciterait les gens à s'impliquer un peu plus ? Moi, je suis pour l'acte civique dans toute sa dimension. Je considère que venir à un bureau de vote, prendre un bulletin, se mettre dans l'isoloir, le mettre dans l'urne, c'est un acte d'engagement. C'est pas un choix comme ça, rapide. Ça mérite une démarche. Alors, il est possible de faciliter. Je comprends bien la proposition. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont obligées de voter par procuration. Donc on pourrait autoriser dans certaines circonstances ou dans certaines conditions le vote par Internet, à condition qu'il soit totalement sécurisé, ce qui est possible. Dans certains pays, ça commence à être introduit. Mais donc je ne le généraliserai pas, j'en ferai un vote pour des citoyens qui sont empêchés de pouvoir se déplacer. Mais je considère que c'est un moment très important pour la République, de ce rassemblement, presque de cette manifestation de confiance dans le vote lui-même, dans le suffrage tel qu'il va être exercé. Il y a des rites, il y a des lieux, il faut les respecter. Autre question sur les inégalités sociales cette fois-ci, et notamment sur les élus à l'Assemblée. C'est Alaouis Hachem de Sceaux qui vous demande que pensez-vous de la problématique du manque d'élus, de la diversité à l'Assemblée. Un rapport du Haut Commissariat à l'intégration en 2009 disait qu'il n'y avait une seule élue de métropole qui était de couleur. C'est vrai, c'est Georges Paul Angevin. Georges Paul Angevin, qu'est-ce que vous... député du 20e arrondissement. Je considère que là, il y a un manquement. Il y a même presque une provocation à l'égard de la société. Comment on peut admettre, mais j'en prends ma part, hein, je ne veux pas du tout faire le vertueux, mais comment on peut admettre que notre pays soit celui de toutes les couleurs et que l'Assemblée nationale soit une assemblée essentiellement blanche, sauf Georges Paul Angevin et les élus d'outre-mer. Donc il faut que chaque parti fasse un effort, et je dis aussi à tous les citoyens qui veulent représenter cette diversité, de s'engager dans quelque parti que ce soit, enfin je préfère certains que d'autres, mais de s'engager puissamment. Le même internaute vous pose cette question, pensez-vous qu'un Français d'origine maghrébine peut devenir président de la France ? Oui, je pense que la France est un pays, même si elle a des crispations, même si elle a des peurs, même si elle a aussi des tentations de rejet de l'autre, on voit bien qu'il les exploite, c'est un pays qui est finalement... tout à fait ouvert et tolérant, aussi bien pour les choix de vie que pour la représentation. D'ailleurs, chaque fois qu'on a présenté un candidat dit de la diversité pour une élection, je n'ai jamais vu, sauf quelques électeurs, mais c'est pas cela qu'on cherche, je n'ai jamais vu de refus d'aller faire ce choix de confiance, au contraire même. Un peu d'économie à présent. Selon l'INSEE, ça va un peu mieux pour le moral des Français en avril, hein, légère hausse. Il était en recul depuis décembre, mais il reste encore très faible 3 ans après la crise de 2008. Et d'ailleurs, les internautes sont plutôt inquiets, et c'est le pouvoir d'achat qui recueille le plus de votes.
Et Christiane de Sainte-Reine de Bretagne, c'est en Loire-Atlantique, se demande quels engagements pouvez-vous prendre pour répondre aux questions sur le pouvoir d'achat. Ils s'inquiètent un peu, les Français. Ils ne s'inquiètent pas, ils vivent aujourd'hui des difficultés qui tiennent à la stagnation de leur salaire et qui tiennent aussi à l'augmentation d'un certain nombre de prix. On voit bien les prix alimentaires. Vous êtes pour le blocage des prix de certains, notamment. Je suis pour que sur certains prix, il y ait une vigilance particulière. Et je suis aussi favorable à ce que sur le prix de l'essence, il y ait un moment, lorsqu'il y a visiblement des comportements, ils ont été dénoncés par un service, celui des luttes contre les fraudes, qu'il y ait un blocage temporaire, pour éviter justement qu'il y ait une répercussion à la hausse trop rapide et un défaut de répercussion à la baisse. Alors, sur le pouvoir d'achat, moi je ne vais pas faire de promesses que je ne pourrais tenir. Je laisse ça à d'autres, et notamment au président sortant. Ça lui a rapporté beaucoup de dire travailler plus pour gagner plus, ça va lui coûter cher. Parce qu'à un moment, il y a bien quelqu'un qui présente l'addition, surtout quand l'addition était une soustraction, de termes de pouvoir d'achat. Donc, qu'est-ce que nous devons proposer? Il faut qu'il y ait, dans les entreprises qui ont fait des bénéfices, non pas une prime qui soit accordée, d'ailleurs dans des conditions que personne ne peut comprendre, mais que ce soit à travers des salaires, parce qu'un salarié, il veut être payé par un salaire, quand il est possible, lié au résultat de l'entreprise. Deuxièmement, pour le SMIC, parce que c'est un élément qui peut... Je vais peut-être attendre pour le SMIC, il faut qu'il y ait une révision du mode de calcul. Et puis, il faut aussi que la fiscalité puisse être redistributive. Il y a eu des catégories de contribuables qui ont beaucoup bénéficié des largesses de Nicolas Sarkozy. Ce sont essentiellement les plus fortunés. Il serait donc assez logique que nous ayons une politique fiscale qui prélève davantage sur ceux qui ont gagné le plus ou qui ont valorisé le plus leur patrimoine et qui puisse alléger la contribution des catégories qui travaillent et qui sont les plus modestes. D'où la réforme que nous proposons de fusion de impôt sur le revenu CSG, parce que ça aurait justement pour objet d'abaisser la contribution des ménages de catégorie modeste ou de catégorie moyenne. Alors François Hollande, Tom de Paris a une question sur l'une des mesures phares du programme socialiste, la Banque publique d'investissement. Il vous demande ce qu'elle va changer pour les petites entreprises et où est-ce que vous allez trouver l'argent pour financer cette banque d'investissement. Très concrètement et assez brièvement, s'il vous plaît, François Hollande. Vous commencez à être très professionnel. Donc, la Banque publique d'investissement, elle doit rassembler tout ce qui existe aujourd'hui. Parce qu'il existe un certain nombre d'établissements financiers, ZEO, Caisse des dépôts. Les vérificateurs nous précisaient par exemple qu'un fonds de garantie de la restructuration financière avait été signé avec le ministère des Finances en 2005. Absolument. Il existe déjà beaucoup d'instruments. Donc il faut les rassembler dans un lieu de commandement unique qui permet de coordonner l'ensemble des politiques de participation, notamment dans des entreprises moyennes qui ont des besoins de financement qu'elles n'arrivent pas à satisfaire auprès du système bancaire ou auprès du marché financier. Donc la Banque publique d'investissement, ça va être un accompagnement au développement des entreprises ou à la protection même d'un certain nombre d'industries qui peuvent se trouver menacées par des OPA. Visiblement, ou par des prédateurs. L'État et les régions pourront prendre des parts dans les secteurs stratégiques. Voilà. C'est des renationalisations, c'est quoi? Non, c'est pas besoin de renationaliser. Une entreprise a besoin parfois d'un apport en fonds propres qu'elle ne trouve pas alors qu'elle est sur un secteur stratégique ou qu'elle risque de trouver auprès d'un actionnaire qui n'est pas forcément amical. Donc il faut absolument que là, aussi bien l'État que les régions se mettent ensemble à travers cet outil financier pour donner l'appui qui va permettre le développement, l'investissement, la création d'activités. Mais il y a une deuxième question que vous avez posée, c'est pour les petites entreprises, parce que elles ont aussi des problèmes de financement. Et là, c'est le système financier qui doit répondre. C'est pas l'État qui va venir dans le capital des petites entreprises. Donc qu'est-ce que je propose? La création d'un livret d'épargne qui serait donc proposé à l'ensemble des épargnants, dont le produit, l'affectation, serait uniquement... Non fiscalisé? Sans doute avec un avantage fiscal, oui, parce que c'est comme le livret A. Comme le livret A. Si on veut, lever des fonds, il faut en accepter les conditions. Et l'avantage, c'est que ce serait des prêts à taux très faibles pour les entreprises et que le système financier serait dans l'obligation, compte tenu des capitaux qui ont été rassemblés, qui ne coûtent rien aux contribuables, parce que nous avons un taux d'épargne très élevé en France, mais qui serait affecté
aux petites entreprises. Avant de revenir aux questions des contribuables, des internautes, C'est les mêmes. sur la banque publique d'investissement, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de financer les seuls projets qui seront non viables et non retenus par les banques? Non, là, il ne s'agit pas de faire dans je ne sais quelle opération de générosité, en disant vous n'avez pas pu vous faire financer ailleurs, venez à la banque publique d'investissement. C'est pas le mont-de-piété, pour parler très concrètement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des systèmes financiers, notamment à travers le microcrédit, pour les personnes qui ont besoin de financement. Là, il s'agit de projets économiques d'avenir, avec une innovation, avec un projet de développement. Alors François Hollande, une question de Frédéric de Grenoble. Souhaitez-vous revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires au-delà de 35 heures? Une réponse assez brève, François Hollande, puisque les internautes ont encore beaucoup de questions à vous poser. Ma réponse sera brève, oui. Pourquoi? Parce que ça coûte au budget de l'État à peu près 2 milliards d'euros, ce qui n'est pas forcément souhaitable dans cette période. Et deuxièmement, parce que ça incite les entreprises à faire travailler, c'est vrai, plus ceux qui sont dans l'emploi et à ne pas embaucher, puisque une heure supplémentaire coûte moins cher qu'une heure d'un nouvel embauché. On parlait des petites entreprises, j'aimerais parler des très petites entreprises, les TPE, celles de moins salariés. C'est 95% des entreprises en France, hein, c'est 2 400 000 entreprises. Et Lavaux de Cachan qui vous dit « Bonjour, je suis gérant d'une TPE, loin d'une PME qui a du personnel pour gérer l'administration et les charges. Et il est obligé de faire 60 heures par semaine pour faire son métier. Qu'est-ce que vous allez proposer aux TPE ?» Je propose qu'il y ait un système fiscal et réglementaire beaucoup plus souple et qui soit durable. Il existe aujourd'hui un système qui est très défavorable parce qu'il a été une illusion, qui est ce qu'on appelle l'auto-entreprise. Ça a conduit beaucoup à se mettre à leur compte dans des conditions qui n'étaient pas raisonnables et on a connu beaucoup de défaillances et d'échecs. Et en plus, ça a désorganisé complètement le secteur des TPE. Moi, ce que je propose, c'est un tout autre système, c'est d'alléger les procédures et sans pour autant nier le droit social. Parce qu'une TPE peut aussi avoir des salariés, donc il faut faire attention. Donc il faut que nous ayons des systèmes souples de création, d'accompagnement de l'entreprise, pour que la TPE ne reste pas toujours TPE. L'idée, c'est quand même qu'elle progresse. Voilà, donc un système souple et évolutif. Nouveau thème, et c'est une de vos priorités, si vous êtes élu président de la République, c'est l'éducation. Alors, un chiffre avant d'aborder les questions de jeunesse et d'éducation. Parmi les jeunes actifs, 17% sont au chômage en 2010. C'est un peu moins que l'année précédente, mais c'est toujours 9 points de plus que la moyenne de la population active. Alors, dans ce contexte, il y a Thomas J. Alors, Dussel, c'est en Corrèze. Les Corréziens se sont bien mobilisés. Et voilà, je ne sais pas si vous connaissez la ville Dussel. Oui. Il a 19 ans et il a une question. Qu'est-ce que le contrat de génération que vous proposez? Et vous en proposez d'ailleurs 200 000 par an. Aujourd'hui, on a un chômage des jeunes, à peu près 20%, 17%, vous avez cité le chiffre. Et on a aussi un chômage de seniors. En tout cas, on a de plus en plus, par de multiples mécanismes, des seniors qui n'ont pas atteint en plus les durées nécessaires de cotisation pour partir à la retraite ou qui n'ont pas 60 ans. A fortiori s'il faut attendre 62 ans, et qui se trouvent écartés du marché du travail. Chaque fois qu'on fait une mesure jeune, on écarte les seniors. Chaque fois qu'on fait une mesure senior, on écarte les jeunes. Donc je suis parti de ce constat où il faut unir les générations. Qu'est-ce que c'est que ce contrat de génération? C'est l'employeur qui garde un senior le temps qu'il puisse constituer ses droits pour partir à la retraite. Et qui embauche un jeune de moins de 25 ans avec un contrat à durée indéterminée. Eh bien, cet employeur ne doit plus payer de cotisation sociale sur les 2 emplois pendant 3 ans. Quelle est l'idée? Finalement, on prend une mesure qui va garder et des seniors et des jeunes, qui va permettre aux seniors de transmettre son expérience, son savoir-faire aux jeunes, donc avec un lien générationnel, et en plus, ça permet de recruter des jeunes plus tôt. Parce qu'un des problèmes qu'on a sur le marché du travail pour les jeunes, c'est que avant de rentrer avec un contrat à durée indéterminée, il faut passer par tout un sas de petits boulots, de CDD, d'intérim, voire même de stages, où il est aussi difficile pour un jeune de décrocher un stage que de décrocher un emploi. Ce n'est pas acceptable. Je ne l'accepte pas. Donc, le contrat de génération, c'est une mesure phare, parce que ça permet justement l'union, la fédération des générations, et ensuite parce que ça permet et aux jeunes de travailler plus tôt,
et à ceux qui sont dans l'emploi et qui doivent partir à la retraite de travailler le temps nécessaire. Et vous ne craignez pas de créer un effet d'aubaine, par exemple? Ben, l'effet d'aubaine, il ne se fera pas, il y en a toujours des effets d'aubaine, mais il ne se fera pas au détriment de l'intérêt général, puisque l'employeur qui fera ce choix, qui aura peut-être d'ailleurs embauché un jeune, il ne l'aurait pas embauché avec un contrat à durée indéterminée. Et s'il avait embauché un jeune, même avec un contrat à durée indéterminée, peut-être qu'il aurait poussé le senior à quitter l'entreprise. Donc, il y a peut-être un effet d'aubaine, mais il y a surtout un effet vertueux. Quand on peut inciter à la vertu, c'est pas forcément mauvais. La vertu ne va pas de soi, toujours. Hein. C'est une question de morale, mais c'est aussi une question, un moment de contrepartie. Alors, dans ce thème jeunesse, on va parler de l'éducation nationale. Une question de Madeleine de Paris. Comment comptez-vous gérer les suppressions de postes d'enseignants si vous devenez président? La règle de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, que j'ai contestée, non pas parce qu'il ne faudrait pas faire d'économie, chacun sait l'état de nos finances publiques, que j'ai contesté parce que c'est une règle mécanique, donc qui devient absurde. Elle ne part pas d'une évaluation des besoins, elle part d'une justification de résultat. Un fonctionnaire sur deux doit être non remplacé, ce qui d'ailleurs est une faible économie. 500 millions d'euros quand la TVA pour la restauration, qui a été abaissée, a coûté 3,5 milliards. Bon, donc chacun doit avoir ses ordres de grandeur. Néanmoins, pour l'éducation, ce que j'affirme ici, c'est qu'il n'y aura plus, si je suis élu président, il n'y aura plus de suppression de postes dans l'éducation nationale. Alors, Monsieur Hollande, je me permets de vous interrompre. Il y a les vérificateurs ont apparemment... Oui, alors sur cette question, j'ai un retour des vérificateurs qui nous demandent le recrutement de nouveaux enseignants n'est pas dans le projet du Parti socialiste. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il n'a pas voulu rentrer dans ce degré de précision, me permettant ainsi d'en fournir. Mais je crois qu'il est très important de dire, là aussi, ce que nous ferons. Dans l'éducation nationale, il y aura donc le renouvellement. Non pas pour qu'il y ait poste pour poste le même emploi. Il est nécessaire de redéployer des postes et de les mettre notamment dans les zones d'éducation prioritaire ou de les mettre dans l'école maternelle et l'école primaire, dont nous savons bien que c'est la condition d'un parcours réussi. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des conditions. Et puis enfin, il faudra que nous fassions un effort aussi pour l'orientation scolaire, pour les lycées professionnels, parce que là aussi il y a un certain nombre de manques. Et puis nous avons dans l'université à faire un encadrement plus important. Donc voilà, la priorité elle est là. Pas forcément sans réforme, sans évolution et sans changement, mais je veux qu'il y ait de ce point de vue-là une sanctuarisation. Alors François Hollande, on continue de parler d'éducation nationale avec cette question vidéo de Victor Colbani, qui est président de l'Union nationale lycéenne. Bonjour François Hollande, ma question est très simple, elle est de la part des lycéens. Nicolas Sarkozy a cassé l'éducation nationale depuis 5 ans en supprimant des dizaines de milliers de postes de professeurs et de personnel encadrant. Si vous êtes président de la République en 2012, vous engagez-vous à mettre en place un plan pluriannuel de recrutement pour mettre fin à cette casse de l'éducation nationale et ainsi de permettre à chaque lycéen d'avoir un droit à la réussite? Alors, est-ce qu'un plan pluriannuel, c'est la bonne formule, hein, c'est-à-dire une programmation sur les 5 ans, parce que nous ne pourrons pas faire tout de suite, on ne pourra pas rattraper tout ce qui a été perdu. Hein, c'est aussi ça, une alternance. On ne peut pas d'un seul coup effacer, il faut construire. Et moi, je ne suis pas dans une logique où il faudrait détruire ce qu'ont fait nos prédécesseurs, mais là, en l'occurrence, c'est eux qui ont détruit. Donc, il va falloir reconstruire. Deuxièmement, la formation des enseignants est un élément très important. Il ne suffit pas, vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez vu ces images où on voit des enseignants qui sont recrutés pour faire des remplacements venant de tous horizons professionnels. Je comprends d'ailleurs qu'il y ait cette aspiration à vouloir enseigner sans passer par les concours. Enfin, on voit bien que, quel que soit le mode de recrutement, il faut former. Pour devenir enseignant, il faut sans doute avoir, sûrement même, avoir savoir, connaissance à transmettre, mais il faut savoir aussi comment transmettre. Donc je rétablirai tous les lieux de formation des enseignants. Nos vérificateurs reviennent vers nous. D'après un rapport 2010 de Gérard Longuet, lorsqu'il était sénateur, le nombre d'emplois dans l'éducation nationale a en réalité augmenté de 4500 postes depuis l'année dernière. Parce qu'il faut comptabiliser les personnels techniques et les personnels, les assistants d'éducation. Donc est-ce que finalement cette baisse des emplois que vous dénoncez, elle existe ?
là aussi, je salue le travail des vérificateurs. Il y a eu moins d'enseignants et plus de personnel temporaire, les assistants d'éducation. Et le budget a augmenté d'1 milliard d'euros. Oui, mais enfin, ça c'est aussi la logique liée aux rémunérations et liée à l'augmentation d'un certain nombre d'effectifs. Mais il faut bien voir que pour le métier d'enseignement, il faut des enseignants. Hein, je ne nie pas qu'il peut y avoir d'autres personnels d'encadrement, parce que nous avons besoin aussi d'assistants d'éducation dans certains établissements pour prévenir un certain nombre de comportements, pour faire de l'accompagnement scolaire. Mais pour le métier d'enseignant, il faut avoir cette volonté de maintenir des recrutements. Et si on partait un peu au Parti socialiste, comme vous voulez, rue de Solferino? La primaire, donc pour l'instant, Martine Aubry n'est pas encore officiellement candidate, vous l'êtes, et les internautes sont très curieux de savoir, notamment Nadège, qui se demande si le PS, comment vous allez replacer le PS idéologiquement à gauche, en sachant que le Parti communiste a plutôt trouvé des alliés vers M. Mélenchon, et que les écologistes sont assez, pour l'instant, dubitatifs. Et le PS, il doit être socialiste, c'est assez simple. Il ne faut jamais essayer d'aller au-delà de ce que l'on... Le PS est à gauche aujourd'hui? Ah bah, s'il n'était pas à gauche, où serait-il? Mais il doit le montrer. Il n'est pas au centre. Au centre, il y a déjà des partis. Mais ce qu'il doit faire, c'est une politique de gauche. Mais de gauche qui soit réaliste. Il ne s'agit pas de faire en sorte de prononcer des discours avant et de faire après une autre politique. Je m'y refuse. À gauche, ça veut dire aller à la racine des inégalités et lutter contre les disparités qui se sont élargies depuis trop d'années. À gauche, ça veut dire avoir une vision du monde qui soit plus équilibrée. À gauche, ça veut dire réorienter la construction européenne. À gauche, ça veut dire permettre que la nouvelle génération puisse vivre mieux que la nôtre, que vous viviez mieux que moi. Donc c'est ça l'enjeu. Donc voilà. Et je n'essaye pas d'aller sur le terrain des autres, c'est-à-dire de me mettre plus à gauche. Mais pourquoi? Et cet enjeu, justement, il est moins à gauche, pour quelle raison? J'essaye d'être moi-même et que le Parti socialiste soit également lui-même. Et il n'y a aucun risque que cet enjeu soit un peu, je sais pas, mais un peu bafoué par les querelles d'ego, par exemple, lors de la primaire? Est-ce que vous avez dit? Les querelles d'ego, ils touchent tous les partis, qu'ils soient de gauche, de droite, même d'extrême gauche. D'extrême droite, pas de querelle d'ego, c'est la même famille. Donc ça se fait par la voie quand vous avez dit la décence. Vous n'aurez que des amis quand vous serez président. Mais parce que ça, c'est l'exigence. Moi, je veux rassembler. Alors, il y aura sans doute, vous avez raison, bien sûr, il y aura plusieurs candidats. Mais celui ou celle qui sera choisi, son premier devoir, après une primaire qui aura forcément séparé, chacun ne va pas faire le même choix, son premier devoir, c'est d'unir tous les socialistes. Et si je ne suis pas choisi, ma première obligation, c'est de me porter derrière celui ou celle qui l'aura été. Pas de candidature isolée. Ça ne peut pas être admis. Et même pas d'ex-candidat frustré, grognon, qui finalement fait le choix de l'échec. C'est insupportable. Nos concitoyens attendent, pour ceux qui veulent l'alternance, ils attendent depuis trop longtemps que la gauche revienne aux responsabilités, pour qu'on prenne le moindre risque. Après, vous m'avez parlé des écologistes et du Front de gauche. Il faut unir aussi la gauche. Mais moi, j'aurais souhaité qu'il y ait un candidat commun de la gauche, qui aurait porté des propositions ensemble. Un programme commun de 2012. Oui, parce que ça aurait donné de la force. Bon, les écologistes font leur propre primaire, les communistes vont sans doute choisir Jean-Luc Mélenchon. Bon, c'est leur droit. Mais puisque nous allons partir séparés à l'élection présidentielle, il faut aussi qu'on garde suffisamment de relations ensemble pour que nous puissions gouverner ensemble. Puis après, il faudra rassembler au second tour tous ceux qui voudront nous rejoindre. Justement, François Hollande, vous parlez de rassemblement de la gauche entière. Mimosa de Haute-Savoie vous demande, évoque Jean-Luc Mélenchon. Gaël, vous en parliez, tu en parlais. Mélenchon qui défend l'idée d'un revenu maximum, la sortie du nucléaire, la 6e République, la sortie de l'OTAN. Est-ce que ce programme est compatible avec celui du Parti Socialiste, avec le vôtre, François Hollande? Si c'était le même, ça n'aurait pas de sens. Jean-Luc Mélenchon
soutiendrait ma Est-ce que vous serez capable de rassembler je soutiendrais la candidature de Jean-Luc gauche. Mélenchon. Alors, vous avez compris qu'il était parti sur une autre trajectoire. Prenons ces 4 points. Le revenu maximum, nous l'avons proposé pour le secteur public. Pour le secteur privé, je pense que la fiscalité peut parfaitement atteindre ce résultat. C'est-à-dire qu'on peut avoir des taux de fiscalité qui permettent de prendre une grande partie des bonus, parce que je considère que c'est une forme de rémunération qui n'est pas acceptable à ce niveau, ou des stock options, que moi je proposerais même de supprimer purement et simplement, ou des rémunérations accessoires. Bon, donc ça c'est la fiscalité qui peut le faire. La sortie du nucléaire, j'ai dit que ce que j'en pensais, que le premier engagement qu'on doit avoir, c'est une baisse de la part du nucléaire. C'est pas d'annoncer pour la Saint-Glinglin la sortie du nucléaire. La 6e République, et la 5e République est là. Il faut en faire une pratique différente et avoir une reconnaissance de tous les autres pouvoirs. Mimosa voudrait savoir si vraiment vous pouvez vous unir avec M. Mélenchon alors. Mais moi, je pense que ça se passera de la manière... Vous voulez rassembler, mais est-ce que c'est possible ? Ça se passera de la manière suivante. Si on avait fait un projet commun, cette question aurait été tout à fait pertinente. C'est pas le cas. Donc, comment ça va se passer ? Il y a une élection présidentielle. Il y a un premier tour. Chacun va jauger son rapport de force. Je souhaite que le candidat socialiste fasse le plus haut niveau de résultat, parce que ce sera la condition pour gagner. Une élection, elle se joue au premier tour. Une présidentielle, encore davantage. Je rappelle que ça nous est arrivé, une fois, d'être écartés du second tour. Donc le premier tour, c'est le tour déterminant. Mais ensuite, au second tour, il faut se rassembler. On se rassemble sur quoi et sur qui ? On se rassemble sur le candidat qui est arrivé en tête de la gauche, et sur quoi ? Sur les propositions qu'il a faites. Et ensuite, on voit si on peut gouverner ensemble. D'ailleurs, François Hollande, si vous n'étiez pas le candidat du PS, est-ce que vous accepteriez un poste de Premier ministre ? Écoutez, franchement, je considère que prétendre à des postes qui ne sont pas aujourd'hui disponibles, c'est presque, disons, à la limite de la décence. Donc, moi, je ne prétends à rien. Vous allez me dire, mais vous l'accepteriez ? À l'élection présidentielle. Mais je ne me pose même pas cette question, parce que si je commençais à dire que je suis en train de négocier je ne sais quoi avec je ne sais qui, avec qui je ne pourrais pas vous le dire. Donc voilà, moi je suis candidat pour être le candidat des socialistes, et je ne fais d'ailleurs pour ma part aucune distribution de place que je n'ai pas. Une question à présent de Pape des Escargots, c'est sûrement un pseudo, enfin j'espère. La campagne présidentielle sera cruelle, la moindre faille sera surexploitée et les savonnettes nombreuses. Alors quel est votre entraînement pour y survivre et vaincre ? Alors c'est une question un peu guerrière ou télé-réalité, c'est au choix. Moi écoutez, je suis dans ma vie politique suffisamment d'attaque pour avoir une espèce de blindage, et en même temps j'essaye d'avoir le moins de faiblesse ou de failles possible. Mais je sais, en tout cas, que la campagne sera difficile, dure. Et donc, il faut s'y préparer. Et depuis plusieurs mois, je me suis mis dans cette situation de pouvoir affronter polémiques, attaques, intrusions, y compris dans la vie privée. Donc, je suis prêt à affronter ce moment. Alors, François Hollande... Je ne souhaite pas que ce soit cruel, mais je sais que ça sera une des règles. Alors François Hollande, Martine Aubry, qui est potentiellement également une candidate à la primaire socialiste, a été ministre de l'Emploi et de la Solidarité de 1997 à 2000. Vous n'avez jamais été ministre. On a une question de Yann de Nantes qui vous demande si ce n'est pas un handicap de n'avoir jamais été ministre. Je ne le crois pas. Ce qui compte, c'est de convaincre les Français de la crédibilité qui peut être la mienne, de la capacité qui doit être démontrée aussi pour l'exercice de la fonction la plus importante de la République. À moi de faire en sorte que mon expérience puisse être au service de mon pays. J'ai été premier secrétaire du Parti socialiste, associé à toutes les décisions du gouvernement Jospin. Et d'ailleurs, je remercie le Premier ministre de cette époque, Lionel Jospin, de m'avoir vraiment impliqué dans tous les choix qu'il a eu à faire. Et puis, je veux être, d'une certaine manière, neuf. Je pense qu'on traite les problèmes de 2012 différemment de ceux de 97, de 88 ou de 81. Je veux en plus m'entourer d'une équipe également nouvelle. Je pense que ce qui va être attendu en 2012, c'est pas une expérience, elle doit être là. C'est pas simplement un parcours, il doit être le plus valorisant possible. C'est une capacité à changer, c'est une vérité à prononcer, c'est un projet qui peut mobiliser.
Voilà pourquoi je pense souvent à cette question, parce qu'elle m'est souvent donnée de la part de mes adversaires, et notamment du côté de la droite. Et quand j'entends Nicolas Sarkozy, c'est comme s'il était là, dire, vous savez, finalement, pour devenir président, il faut l'avoir été. Après, c'est son seul argument. Le seul qui a l'expérience d'avoir été président et qui sera sans doute candidat, c'est Nicolas Sarkozy. Donc, il faut prendre le risque. Dans la vie, il y a toujours un risque. On prend celui qui est là, on le connaît, hein, trop. Ou on prend celui ou celle qui peut être demain le changement. Et est-ce que avant l'élection, vous allez dévoiler une composition d'équipe, parce que c'est quelque chose qui peut intéresser les Français, oui, justement. Je pense qu'il faut que l'équipe soit visible. Donc vous allez dévoiler le nom de je vais pas composer un gouvernement. Je vous ai dit, je ne suis pas dans la distribution. Mais il faut qu'il y ait autour de moi, c'est pas un problème de génération là, c'est pas un problème de jeunes, c'est un problème où on doit avoir de nouveaux visages qui ne sont pas forcément tous de la politique. Alors justement, François Hollande, excusez-moi, David de Paris, vous demandez quand vous serez élu président de la République, il semble optimiste, si DSK est définitivement innocenté par la justice, est-ce que vous pourriez prendre Dominique Strauss-Kahn comme Premier ministre, François Hollande? Ça revient, hein. Je vous remercie de me donner des noms maintenant de Premier ministre après avoir essayé de solliciter en moi une vocation de Premier ministre. Mais je réponds à la question. Si Dominique Strauss-Kahn est innocent, il doit forcément avoir un retour dans la vie politique française. Ça aurait été d'ailleurs assez grave qu'il en soit écarté si les faits qui ont été allégués ne sont pas démontrés. Dernière question du thème. Est-ce que vous pensez qu'il y a généralement trop de candidats à l'élection présidentielle? Est-ce que vous êtes pour la limitation du nombre? Et notamment au niveau des signatures, est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter le nombre de signatures, par exemple, pour les candidats? Oui. C'est Guillaume D. Je vais vous faire une proposition. Je pense qu'il faut que toutes les familles politiques qui ont des résultats significatifs dans les élections puissent être représentées au Parlement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc vous êtes pour la proportionnelle? Donc, je suis pour une introduction d'une part de proportionnelle. Ça ferait rentrer le Front National Oui, ça ferait rentrer toutes les familles politiques qui ont un niveau de représentation électorale. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations politiques qui ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale. Le Front National est sous-représenté dans... Il n'est pas du tout représenté oui, mais à l'Assemblée. En général. Selon vous, il mérite d'être représenté? Non, mais c'est pas qu'il mérite, ça je crois qu'il ne mérite aucun suffrage. Mais il se trouve qu'il y a des électeurs qui votent pour le Front National. Et que le Front National n'est pas représenté à l'Assemblée. Il est représenté au Parlement européen. Ça ne choque personne. Il est représenté dans les régions. Donc, mais je parle là, non pas du Front National, je parle de toutes les formations politiques qui, faisant au moins 5% aux élections, doivent être représentées à l'Assemblée nationale. Donc je dis, il faut introduire une part de proportion. Ça profitera aussi aux écologistes, ça peut profiter à l'extrême gauche, ça peut profiter aux Verts, mais pas le mot profiter d'ailleurs est inconvenant. C'est finalement un dû dans la République. Vous pesez tant, vous devez vous retrouver avec une part, j'allais dire limitée, hein, c'est simplement une part de proportion. Vous devez vous retrouver à l'Assemblée nationale. En revanche, l'élection présidentielle ne doit pas être transformée en grand forum de premier tour où toutes les familles politiques sont représentées et candidates, parce que ça fausse le scrutin. Une élection présidentielle, c'est pour choisir le président de la République. Donc, je suis pour relever le nombre de signatures. Aujourd'hui, c'est 500, disons à 750. 750, d'accord. Vous voyez, donc, dans un cas, je rends à l'élection présidentielle ça pourrait son rôle majeur. Ça pourrait exclure le Front National. À eux de trouver les signatures. Ça pourrait exclure aussi M. Mélenchon. Non, je ne crois pas, parce que Mélenchon est soutenu par le Parti communiste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir 15, 17 candidats à l'élection présidentielle. Et qui, en plus, sont candidats pour récupérer une part de financement public, et qui faussent le scrutin. Et on peut se retrouver avec une disparité telle, une dispersion telle, que la gauche n'est même pas, ou la droite, peut ne pas être qualifiée au second tour. Vous imaginez ce que serait un second tour entre le Front National et un candidat de gauche ou un candidat de droite? Alors, il nous reste plus beaucoup de temps. On va passer au dernier thème de l'émission, et c'est l'international. Alors, depuis janvier et le début des révolutions dans le monde arabe, beaucoup de choses sont en train de changer en Égypte, en Tunisie. Alors, avant d'aborder la situation plus que tendue en Libye et en Syrie, il y a 4000 soldats français actuellement en Afghanistan depuis le début de la guerre contre Al-Qaïda en 2001.
Justement, c'est Christiane de Sainte-Reine de Bretagne, en Loire-Atlantique, qui vous pose la question, quelle est votre position sur la présence de ces soldats maintenant que Oussama Ben Laden a été tué? Après le 11 septembre 2001, il fallait décider d'une intervention. Et l'ONU en a pris la responsabilité et la France y a pris sa part. 10 ans après, les conditions ont changé. Pas simplement parce que Ben Laden a été tué, mais parce que nous avons fait ce que nous avions à faire. Nous avons un nouveau président, qui maintenant est installé depuis plusieurs années, et nous ne pouvons pas nous transformer en armée d'occupation. Donc, la position que je prendrai, c'est, au lendemain des élections de 2012, de donner ma position, c'est-à-dire le retrait d'ici la fin de l'année 2012, et de consulter le Parlement, comme je pense ce serait une bonne initiative dans la conception qui est la mienne. Vous ne craignez pas que les mouvements talibans en profitent justement pour revenir dans le pays, si la sortie d'Afghanistan est trop rapide? Je pense que si on raisonne ainsi, il faudra rester des années et des années en Afghanistan. Si on pense que les talibans peuvent, dès notre retrait, occuper le pays, ça veut dire que, dans ces conditions, nous sommes devenus une force permanente d'occupation. Je m'y refuse. Vous quitteriez l'OTAN, donc le commandement intégré? Non, ça c'est une autre question. C'est Guillaume de Paris qui vous pose la question. C'est une autre question. Nicolas Sarkozy a pris la décision de rentrer dans le commandement intégré, puisque la France est bien sûr membre de l'OTAN. Il avait fixé des conditions qui n'ont jamais été respectées, sauf un commandement. Et donc je pense qu'il serait nécessaire de discuter avec nos partenaires de la présence française dans ce commandement avec de nouvelles contreparties. L'immigration, à présent, c'est André de Coulogne qui vous pose cette question. Bonjour, je suis moi-même de droite. Vous êtes un personnage que j'apprécie l'homme discret que vous êtes. Et elle aimerait savoir ce que vous envisagez de faire pour les réfugiés, notamment roumains ou tunisiens en France. Appliquer le droit? C'est-à-dire? Il y a un moment, il faut quand même que nous puissions avoir des règles et nous y tenir. Il y a des règles pour les Roumains qui sont prévues par les traités européens. Il faut faire en sorte que ce soit la règle pour tous. Si nous devons avoir une autre position, c'est avec l'ensemble des Européens qu'il faudra la discuter, la négocier et l'appliquer. Quant aux Tunisiens, la question ne m'a pas été posée, mais je le dis, quand les Tunisiens eux-mêmes accueillent des réfugiés venant de Libye à la suite des combats qui s'y déroulent, et le font avec beaucoup de courage et de solidarité, nous avons donné le sentiment, là, les Européens, d'avoir peur de quoi? De 15 000, 20 000 Tunisiens qui s'étaient échappés, d'ailleurs, souvent avec la bénédiction de Kadhafi, qui avait été trop heureux de créer là une difficulté supplémentaire. Notre devoir aurait été de trouver une solution provisoire qui n'aurait pas été celle de la peur, de la frilosité, pour ensuite les faire revenir le moment venu en Tunisie. Alors François Hollande, les internautes s'intéressent à l'Union européenne. Un internaute vous demande si vous êtes favorable à l'entrée de la Turquie dans l'UE. Il y a une négociation qui est en cours. Depuis longtemps. Depuis longtemps. 1987. Les conditions ne sont toujours pas réunies pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Quelles seraient ces conditions pour vous? Il y a plusieurs conditions. D'abord, des conditions démocratiques, il y a des conditions économiques, il y a des conditions aussi commerciales, et puis il y a aussi toute la question de la reconnaissance du génocide arménien. Bref, on en est loin. Alors pour conclure ce thème, une dernière question de Klenschker de Twitter. Est-ce que vous pensez que la France doit intervenir en Syrie? Et quels doivent être les principes plus généralement de l'action de la France ou de l'Union européenne dans les révolutions arabes? On en a un peu parlé, mais sur la Syrie. En Syrie, nous avons des informations qui nous reviennent qui sont absolument insupportables. Vous avez vu cet enfant de 13 ans qui a été torturé à mort. Et il n'est pas le seul. C'est un régime répressif, pas simplement depuis quelques semaines. Il l'a toujours été. De père en fils, là aussi. C'est un système où on transmet le pouvoir de génération en génération. Donc il faut faire une pression considérable sur la Syrie. Il y a eu trop de complaisance. Je me souviens de présidents français qui sont allés en Syrie et qui ont beaucoup pardonné au régime syrien parce qu'il était un facteur, disait-on, de stabilité dans la région. Je pense qu'il faut, sur le plan des sanctions, sur le plan de la pression, être beaucoup plus ferme qu'on ne l'est aujourd'hui. Alors dire, faire une intervention, attention, aujourd'hui ça supposerait une résolution de l'ONU dans une partie là qui est difficile. Enfin, je pense qu'il faut
d'abord procéder par étapes. Pression, sanctions, confiscation des biens, dénonciation, et ensuite voir avec nos partenaires ce que l'on peut faire de plus. On en vient aux questions de l'AFP, qui est partenaire de l'émission. On va rester à l'international. Deux questions. La première concerne le conflit israélo-palestinien. Et c'est Philippe Agré, le directeur du bureau de Jérusalem, qui vous pose la question. Philippe Agré, je suis le directeur de l'AFP Jérusalem. Monsieur Hollande, nous sommes sur le mont des Oliviers, au-dessus de la vieille ville de Jérusalem, au cœur du conflit israélo-palestinien. Comme vous le savez, les négociations de paix sont dans l'impasse, tant les deux camps sont éloignés l'un de l'autre. Le président palestinien, Mahmoud Abbas, veut l'arrêt de la colonisation israélienne et un État viable, fondé sur les lignes de 67, c'est-à-dire comprenant la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Benjamin Netanyahou, lui, le Premier ministre israélien, veut que les Palestiniens reconnaissent Israël comme l'État-nation du peuple juif et refuse de revenir aux lignes de 67, tout en se déclarant disposé à être généreux. Monsieur Hollande, êtes-vous prêt à reconnaître formellement un État de Palestine dans ses frontières de 67 ? Et soutiendrez-vous dans leur démarche les Palestiniens qui ont l'intention d'obtenir la reconnaissance de leur État à l'ONU en septembre ? Enfin, quel rôle assignez-vous à la France et à l'Union européenne pour assurer la viabilité du futur État palestinien ? Un rôle de bailleur de fonds, comme jusqu'à présent, ou un rôle politique également dans un monde méditerranéen en plein bouleversement ? Alors, j'ai rencontré Mahmoud Abbas lors de son récent passage à Paris et il m'a dit combien il espérait que la France, avant 2012, donc avant l'alternance, puisse appuyer, accompagner la demande de reconnaissance de l'État palestinien. C'est une décision qui peut être prise lors de l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre. Ce serait mieux que ce soit en lien avec Israël, qu'Israël accepte cette évolution nécessaire et trouve là un terme à ce conflit qui dure depuis plus de 60 ans et qui empoisonne, on le voit bien, non pas simplement la région, mais les relations dans le monde. Donc je suis pour que la pression sur Israël soit exercée autant qu'il est possible par la France, par l'Europe, jusqu'à l'Assemblée générale des Nations unies, qui doit être un moment très important, même si ça pourra paraître symbolique, de reconnaissance de l'État palestinien. Deuxièmement, il a été évoqué la question du rôle de l'Europe. Il faut savoir que la Palestine s'est considérablement redressée, reconstruite même. Et il y a une réussite de l'économie palestinienne. L'Europe y est pour beaucoup. Et c'est vrai qu'elle joue un rôle économique, financier, elle ne joue pas suffisamment un rôle politique. Et moi, je suis européen et je souhaite que l'Europe ne laisse pas les États-Unis seuls face à Israël. On voit bien les difficultés qu'a Obama par rapport à Netanyahou. On sait combien ça lui est pénible de constater qu'à chaque fois qu'il demande un effort, notamment l'arrêt de la colonisation, il y a comme une forme de rejet, d'indifférence même d'Israël. Donc il faut que l'Europe puisse jouer pleinement son rôle. Est-ce que, comme le président américain Barack Obama, vous appelez un État palestinien dans les frontières de 67 ? Oui, c'est la position qui doit être la nôtre, y compris lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Et après, bien sûr, en 2012. Alors, deuxième question, c'est autour de Isabelle Malsan, qui est la directrice du bureau d'Athènes, et on parle de crise grecque. Bonjour Monsieur Hollande, je suis la journaliste correspondante de l'AFP au bureau d'Athènes. J'aimerais vous poser une question sur la crise de la dette, la Grèce et la solidarité européenne. Au bout d'un an d'aide financière, ce pays ne s'en sort pas. Les magasins ferment par centaines, le chômage explose et les impôts ne rentrent pas. Les marchés poussent ce pays à cesser de rembourser sa dette. Du coup, les banques risquent de faire faillite et la zone euro d'exploser. Alors ma question est la suivante. J'aimerais savoir, si vous étiez élu président de la République française, est-ce que la France continuerait d'aider financièrement la Grèce face à ses voisins qui, eux, préfèrent se retirer, au risque de faire exploser la zone euro? Il faut soutenir la Grèce parce que nous nous soutenons nous-mêmes. Parce que si la Grèce vient à connaître un effondrement, c'est toute la zone euro qui aura à en pâtir. Donc il faut un mécanisme de solidarité, il a été mis en place par l'Europe, et il faut là, dans les prochains jours, que nous apportions, par une solution européenne, de nouveaux soutiens à la Grèce. Ce n'est pas des montants considérables, mais ça doit être
vraiment une automaticité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de conditions imposées. Enfin, les Grecs supportent depuis déjà plusieurs mois une politique très dure. Et là, on va leur demander de supprimer tout leur secteur public. À un moment, il y a un peuple qui peut aussi se mettre de côté. Attention, attention. Alors François Hollande, l'émission touche à sa fin. On va imaginer quelques instants que nous sommes en mai 2012. Et bonne nouvelle pour vous, François Hollande, vous venez d'être élu président de la République. Merci, c'était vraiment le but de cette émission. Alors François Hollande, où est-ce que vous allez faire la fête le soir de votre victoire? Ah oui, je vois. Alors, il y a des lieux qui me sont, à mon avis, impossibles. Ça ne me paraît pas, sauf aller dans un établissement, disons, plus modeste. Il y en a. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas leur faire de promotion. Mais je crois que le lieu, c'est l'espace public. S'il y a une fête, qui est toujours d'ailleurs à la fois nécessaire et parfois douloureuse, nécessaire pour ceux qui ont participé à la victoire, douloureuse pour ceux qui ont fait un autre choix. Il y a quelque chose qui ne doit pas être humiliant à l'égard des électeurs qui n'auront pas voté pour moi, ou qui n'auraient pas voté pour moi. Mais je pense que la fête, elle est dans les rues. Pas simplement les rues de Paris, mais il faudra bien que j'aille quelque part. Peut-être que Et est-ce que vous partez en week-end, justement, après votre victoire, ou vous restez en France, vous vous attelez à votre tâche immédiatement? Généralement, j'attends les résultats de mes élections à Tulle. Justement, ce n'est pas forcément un mauvais endroit pour faire la fête. Une dernière question. Le 21 mai 80, François Mitterrand remontait la rue Soufflot pour aller déposer une rose au Panthéon. Quel sera l'acte symbolique de François Hollande, le jour où il sera élu? Vous savez, il ne faut jamais se mettre dans la situation de rêver à ce que l'on peut faire. Il faut faire en sorte que ce que l'on peut faire permette de rêver. On arrive au terme de cette émission. Merci François Hollande. Merci à l'AFP, Twitter, YouTube et au CFJ. Merci également aux vérificateurs au-dessus et à toute l'équipe technique du CFJ qui a permis de réaliser cette émission. D'ores et déjà, les internautes peuvent poser leurs questions pour le prochain invité, qui sera Dominique de Villepin. Le 16 juin prochain. Le 16 juin prochain. Et merci aux internautes d'avoir été nombreux à poser des questions. Merci à vous été nombreux. D'avoir fait et à très bientôt sur YouTube. Bien sûr, hein, il faut dire, bien sûr. Je salue YouTube.